Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Enquête de région, 68e numéro de l'émission qui ouvre la 10e saison. Alors justement, on s'est dit qu'il était peut-être temps de se poser un petit peu pour revoir certains de nos magazines et vérifier ou apprendre, le cas échéant, si des situations ont évolué, si des choses ont changé. Alors forcément, il a fallu faire un choix, parce que presque 70 émissions et autant de reportages, une sélection s'impose. Et notre choix s'est porté sur la jeunesse, ces bébés qui sont nés avec le siècle. Quelles utopies ont-ils? Quels désirs ont-ils? On parlera également de la chasse qui fait toujours débat, notamment le dimanche, de la place de la voiture en ville, Dieu sait si elle est prépondérante, du recyclage des bateaux. Et oui, les bateaux, les vieux bateaux, on ne les laisse pas pourrir dans les ports, on les recycle, c'est bon pour l'environnement. Et puis, parce qu'il y a beaucoup d'artisans et d'artistes dans notre région, on parlera des métiers d'art. Il y aura donc aussi des invités. Enquête de région commence. Bienvenue. Dans quelques jours, ce sera l'ouverture de la chasse en Pays de la Loire, le 20 dans 4 départements sur 5 et le 27 septembre dans le département de la Sarthe. C'est très populaire la chasse, si l'on en juge par le nombre de licenciés, on dit de personnes qui ont un permis de chasser à court de cotisation. Ils sont 68 000 en Pays de la Loire. C'est le 3e loisir qui nécessite une autorisation ou une licence. Derrière le football, 170 000 licenciés, ou encore les taquineurs de goujons, les pêcheurs, 132 000. Mais qui dit chasse dit anti-chasse. Et le problème se porte sur le dimanche. Certains voudraient chasser tranquillement, ils n'ont que ce jour-là dans la semaine pour s'adonner à leur passion, et d'autres aimeraient se promener tranquillement entre amis ou encore en famille sans risquer de prendre une balle perdue. Alors, chasseurs, anti-chasse, au fait dimanche, on fait quoi? C'est d'abord une histoire d'homme qui démarre toujours le ventre plein. On mange un bout avant de partir pour avoir des forces. Ça fait partie du truc. Ah bah oui, c'est la convivialité avant tout normalement. Allez Nico. Ah bah lui il court. La Guitoisière, à une trentaine de kilomètres d'Angers, ils sont très actionnaires à pouvoir disposer des 360 hectares de cette chasse privée. Un terrain de jeu qu'ils arpentent à plusieurs. Bien sûr, les anciens peuvent y venir en semaine, mais le dimanche, c'est un jour sacré. Nous, c'est plutôt la camaraderie, la fête entre copains, de se retrouver tous les dimanches. Le côté le plus sympa de la chasse, c'est de voir bien travailler son chien. C'est ça le plus intéressant. Aujourd'hui, c'est notre plaisir, on travaille toute la semaine, on n'a pas le temps forcément. Ça nous permet de sortir nos animaux, de nous balader, de nous retrouver entre copains. Aujourd'hui, ce serait dommage de supprimer le dimanche. Leur plan de chasse pour la saison prévoit de se limiter à 16 lièvres, 11 faisans et 12 chevreuils. Eux parlent de prélèvement. Dans ce milieu, le verbe tuer se fait rare. Du côté des défenseurs de la cause animale, en revanche, on a plutôt tendance à appeler un chat et la chasse un massacre. Chasser, qu'est-ce que c'est? Chasser, c'est vouloir tuer. Sinon, on fait de la chasse photographique. La France, c'est le seul pays d'Europe où la chasse est autorisée tous les jours. Dans les pays d'Europe du Nord, elle est interdite le dimanche. Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, c'est interdit le dimanche. C'est pas normal que au moins le dimanche, on ne puisse pas se promener en paix, dans le calme. Et puis, ça ferait aussi un jour de répit pour les animaux qui vivent dans la terreur. C'est un enfer sur Terre pour eux. La chasse, ce n'est pas ce qu'on appelle simplement un prélèvement. Derrière la chasse, il y a les conséquences odieuses. Et je pense notamment au gibier blessé, au gibier traqué. Il y a tellement d'animaux qui sont blessés qu'on ne retrouve pas forcément. Ils vont se cacher pour mourir. C'est dire qu'il y a derrière cet acte une grande souffrance. Voilà ce qu'est vraiment la chasse. Faux procès se défendent les chasseurs. Selon une enquête menée par leur fédération nationale en 2016, 64% d'entre eux se disent d'abord avides de nature.
n'a pas le droit. et admiratifs du travail de leurs chiens, enfin quand ils obéissent. Chico. Ce jour-là, ce jeune chevreuil n'est pas censé faire partie du tableau de chasse. C'était pas prévu. Non, pas du tout, non, pas prévu. Un chien qui court après, voilà, malheureusement. Que le maître n'a pas réussi à contrôler son chien. Et donc voilà, le chevreuil était blessé, donc du coup on met fin à ses jours, c'est comme ça. Parce qu'on ne va pas laisser repartir un chevreuil blessé. Et voilà, on a mis un bracelet, et voilà. C'est pas ce que je voudrais voir, mais bon, c'est comme ça fait partie de la chasse. À vous. Les partisans de ce loisir rappellent aussi qu'ils œuvrent toute l'année pour la régulation du gibier. C'est les seuls qui la font. Et notamment en matière de sanglier qui pose le plus de problèmes à l'agriculture en ce moment. S'il n'y a plus de chasseurs, il faudra bien le faire faire par quelqu'un. Donc ça peut être que par des fonctionnaires assermentés, comme ça se fait en Suisse. Et ils sont en train d'y revenir parce que ça leur coûte très cher. Et l'efficacité, elle n'est pas forcément aussi intéressante que celle que pouvaient avoir les chasseurs. Tous les animaux se régulent seuls en fonction de la nourriture et de l'espace qu'ils occupent. Et ce qui se passe, c'est que ce que les chasseurs font, ils agrènent tous ces animaux l'hiver, ils leur donnent du maïs, ils leur donnent des graines, et les animaux qui ont à manger se reproduisent beaucoup plus. Mais ce dimanche à la campagne réunit plusieurs acteurs qui peuvent aussi parfois s'entendre. Allez, bonne journée. Vous êtes censé chasser à combien de mètres des maisons On dit 150 mètres. Hein. Bon, en général, on se met dos aux maisons quand on veut tirer, quoi. Comme ça, il n'y a pas de problème. En 2016, la Fédération de chasse des Pays de la Loire a co-signé une charte des usagers de la nature, avec les représentants des randonneurs pédestres, des cyclotouristes, des adeptes du roller et ceux du tourisme équestre. Un contrat moral pour mieux se connaître, se respecter et construire des ponts entre les usagers plutôt que des murs. J'habite dans un endroit où il y a beaucoup de chasse. Effectivement, nous, d'abord on se prévient. Et puis après, on se respecte. Si on a affaire à des gens intelligents, ça se passe bien. Mais il y a beaucoup de peur autour de ça. Je pense que les gens ont toujours peur de prendre un coup de fusil. C'est jamais arrivé ici. Il y a des accidents de chasse, j'en ai vu à côté, mais c'était entre chasseurs. C'était pas sur du public qui se promenait. Une folie meurtrière pour les uns, un loisir addictif et affectif pour les autres. La chasse est surtout une histoire passionnelle qui peu à peu s'étiole. La France compte aujourd'hui un peu plus d'1 million de chasseurs. Ils étaient le double il y a 30 ans. La chasse, la chasse, la chasse, à la santé du confrère, qui nous régale aujourd'hui. La question de la chasse le dimanche, et même plus généralement de la chasse en elle-même. Comme je rejoins mes invités, je m'équipe de ce masque, période Covid-19 oblige. Philippe Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant écologiste et anti-chasse, pas anti-chasseur, hein, anti-chasse. Oui. Philippe Justeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chasseur, on le voit, et président de la Fédération de Maine-et-Loire des chasseurs et également de la Fédération des Pays de la Loire. Philippe Ménard, pourquoi êtes-vous contre la chasse? Alors, en tant que militant écologiste, on est évidemment précautionneux de la condition animale et la chasse, surtout quand il y a certains modes de chasse qui, pour certains, sont hors la loi, nous pose question par rapport à la condition animale. Et puis, c'est quoi des chasses hors la loi? C'est réglementé la chasse, il y a des lois, il y a des codes. Alors la chasse à la glu, c'est suspendu. Ben voilà, mais ça a été suspendu que très récemment par le président. Parce que ce n'est pas supprimé. C'est pas supprimé, c'est suspendu. Ça veut dire qu'il y a d'autres types de chasses qui sont, selon vous, hors la loi? Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est les directives européennes qui ont préconisé que certaines chasses ne respectaient pas les directives oiseaux. Et donc, la France a quelques libertés là-dessus. Mais il y a des modes de chasse qui ne devraient pas avoir lieu en France, oui, bien sûr. Donc, pour vous, la chasse est essentiellement un souci quant à la protection des espèces, des animaux et au bien-être animal. Voilà, le bien-être animal. Moi, je pense, par exemple, quand on tire sur un oiseau ou sur un gibier et qu'il est seulement blessé, on peut se dire qu'il y a énormément d'animaux blessés qui errent après. Et ça me pose question en tant que protecteur des animaux. Alors, monsieur Justeau, est-ce que vous faites tant de mal que ça aux animaux? Alors, quand vous les tuez, évidemment, mais quand ils sont que blessés, est-ce que vous leur laissez une chance de survie?
Alors, c'est une vaste question. Moi, j'aime la chasse parce que justement, je suis immergé dans la nature. Je peux prendre mon plaisir avec des amis. Et je travaille avec des chiens, un faucon. Je chasse aussi au fusil. Et j'ai beaucoup aimé suivre à court quand j'étais plus jeune. Donc, je n'ai pas du tout l'impression de faire une offense ni à la nature, ni aux animaux. Mais à l'inverse, vous dites que vous préservez la nature? Vous préservez les espèces? Vous gérez la nature? Oui, si vous voulez, si vous prenez maintenant le travail que font les fédérations des chasseurs, les fédérations régionales entre autres, juste pour en parler gentiment, mais bon, nous venons de recruter 5 nouveaux jeunes de 29 ou 30 ans. Ils sont Bac plus 5 en droit de l'environnement, en biodiversité et ainsi de suite. Et ils travaillent justement pour nous aider avec les agriculteurs, avec les gens qui sont sur le terrain, à aménager, réfléchir. Bon, mais ils ne travaillent pas le dimanche. Est-ce que vous êtes obligé de chasser le dimanche? Alors, est-ce que nous sommes obligés de chasser le dimanche? C'est une question qui avait déjà été posée il y a 2 ans, je crois. Ouais. Mais depuis, les chasseurs, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que vous ne le savez pas, malheureusement, mais nous avons signé une charte avec toute la région des Pays de la Loire, je l'ai dans ma poche pour vous la montrer, elle est très belle, avec les randonneurs, les cyclocross, les randonneurs à cheval, même les rollers, de façon à pouvoir tous ensemble travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, depuis 2 ans, je ne me suis plus jamais fait agresser à la chasse par un promeneur. Avant, de temps en temps, il nous disait... Parce que je pense qu'on a tellement réglé le problème, on a une vraie charte. Il y a une meilleure compréhension entre les deux? Exactement, on nous sommes expliqués et on a partagé ensemble le temps. Moi, je partage, c'est vrai que c'est bien d'avoir des interlocuteurs et de pouvoir dialoguer. Oui. Moi, je prône le dialogue, j'ai été élu aussi, je travaillais avec des associations de chasse. Alors, ce que je regrettais, c'est que dans certaines communes, on devrait avoir un interlocuteur, une association communale, ce n'est pas toujours le cas, pour pouvoir travailler ensemble. Et travailler effectivement avec d'autres associations, avec le tourisme, voilà, pourquoi pas. Et peut-être, quand il y a des spécificités, quand il y a des endroits très fréquentés, notamment par les enfants, eh bien, écarter ces endroits-là. Nous, on l'a fait à Chalonnes, sur un territoire où il y avait un centre de loisirs. Eh bien, on a imposé que le mercredi, il n'y ait aucune chasse sur place, parce qu'il nous a semblé que c'était prendre des risques. Donc, pourquoi pas le dialogue? Mais le dialogue, pour le dimanche, il y aura de toute façon toujours des conflits, parce que les gens ont besoin de nature, en plus avec le Covid, là, les gens ont été... toujours conflit, pas moyen de les atténuer. On était vraiment je suis désolé, privés de nature. Pour moi, il y a beaucoup moins de conflits, jusqu'à preuve du contraire. Alors j'utilise l'argument avec prudence, mais bon, la chasse, on chasse sur des terrains privés où on a le droit de chasser. Donc je ne vois pas très bien quel est le problème. Pourquoi voulez-vous empêcher les gens de chasser sur des terrains, ils ont le droit. Vous savez bien que les promeneurs, ils sont dans les bois, ils sont sur les chemins. Les chemins sont contigus à une zone de chasse, notamment par exemple quand il y a des battues. Et là je comprends, la battue c'est important parce qu'il y a notamment les sangliers, les chevreuils ici et les ragondins aussi. Il y a des choses, il y a des spécificités qui font que la chasse peut avoir... on peut être partenaire avec les chasseurs, mais quand même, il y a des sentiers très fréquentés, et quand on se retrouve au détour d'un virage avec toute une rangée de chasseurs et les fusils et tout, et on passe en vélo... là, ils vous font pas peur, les chasseurs qui sont derrière, ils vous font pas peur là. Non, mais admettez que ce soit... Moi non, parce que je connais, je sais, mais pour les enfants... Ça peut choquer. Est-ce que vous concevez que ça puisse choquer? Voilà. J'ai l'impression que, si vous voulez, que c'est quand même un petit peu un faux débat maintenant, parce qu'on a fait tellement de progrès de discussion et autres. Vous dites, on a fait le maximum de nos progrès, on ne peut pas aller plus loin? Si, on peut sûrement faire d'autres. Ne suffit pas. Non, mais si vous voulez... Ce serait mieux d'avoir des engagements. On dit aux chasseurs, par exemple, quand vous avez des gens qui viennent, des marcheurs ou des vélosouristes, qui passent à côté de vous, bien entendu, vous cassez votre fusil, vous enlevez vos armes. Ça, c'est respecté, ça? Ah bah oui. Ça n'était pas jadis. Il n'y a pas de brebis galeuse, c'est fini ça. Moi, ça m'est arrivé, moi, en VTT, qu'un chasseur, je passe à côté sur une battue et qu'il me dise méfiez-vous, passez plus loin. Il y a par contre une chute vertigineuse de la biodiversité, et ça, vous êtes d'accord sûrement avec moi pour le dire, et tant mieux si vous embauchez des spécialistes comme ça. Pour le protéger, mais la chute de la biodiversité, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y aura beaucoup de gibier, qui ne seront plus chassables parce que tout simplement, il n'y en aura plus. Ici, on fait des lâchers de faisans. Je crois que c'est des choses aussi qu'on ne peut plus entendre. Quoi. Monsieur Ménard, la biodiversité, justement, nous, on a créé un réseau qui s'appelle Arbre pour les régions des Pays de la Loire. Oui. Arbre, c'est agriculteurs respectueux de l'environnement.
on travaille avec eux. On a maintenant quelques milliers d'agriculteurs qui viennent avec Oui, nous, mais on leur donne des justement, conseils. faites attention, Et donc, on va il y a des travailler. espèces C'est qui pas la sont en chasse danger. qui anime. Messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse parler si vous voulez. Je vais me tourner vers vous maintenant. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord, mais le dialogue est serein. Donc, ça peut peut-être déboucher sur une solution. On va changer radicalement de décor, radicalement de sujet. Je vais vous donner un chiffre. 2 500 000. On sort du milieu rural, on arrive en milieu urbain. C'est le nombre de déplacements quotidiens sur l'agglomération nantaise. C'est considérable, à tel point que les transports dans cette ville et autour sont devenus un véritable point noir. Et pourtant, il y a des solutions alternatives, des bus, des tramways, on peut marcher, on peut faire du vélo, etc. Des véhicules qui en plus polluent l'atmosphère, inutile de le rappeler. Pouvons-nous nous passer de notre voiture? Pour nous inciter, sachez néanmoins que la ville de Nantes, depuis peu, a multiplié largement son offre pour les cyclistes. Reportage. Dans les embouteillages, tu penses autant coûtant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Un petit matin de septembre comme les autres, avec des centaines de chevaux fiscaux mis au pas et des conducteurs qui piaffent d'impatience. À l'entrée sud de Nantes, comme un peu partout dans l'agglomération, aux heures de pointe, ça patine. Là, je prépare ma trottinette pour aller dans le centre. Pour aller travailler? Oui. Aujourd'hui, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, oui. La voiture, c'est non, et depuis 2 ans et demi, c'est non. Je ne vais pas dans le centre avec, je passe trop de temps, et puis c'est trop compliqué de se garer. Hermeline pourrait prendre le bus, mais elle préfère varier les plaisirs. La Twingo, d'accord, mais seulement sur les bords de l'agglo. Parce qu'entrer dans Nantes en bagnole, c'est, comment dire... Ça, par contre, c'est pas une bonne idée, c'est pas une solution, je pense. Vous avez déjà essayé? Oui, ça met énormément de temps, quoi. C'est beaucoup trop long. Si notre mobilité est un peu en rade ces temps-ci, c'est quand même qu'on a bien du mal à lever le pied côté équipement. En 1953, seuls 21% des ménages disposaient d'une automobile. Aujourd'hui, avec plus de 30 millions de véhicules en circulation, plus de 80% des foyers en sont équipés. Et résultat? Oui, là j'en ai pour 1 heure pour aller dans le centre-ville quasiment, enfin 3 quarts d'heure. Vitesse limitée à 80 sur les nationales, renforcement du contrôle technique, difficulté de stationnement, pollution. Les raisons de lâcher le volant ne manquent pas. Selon le sociologue Johan Demolly, interviewé dans le journal Le 1 du 26 septembre, toutes les tendances lourdes vont vers une intensification de la consommation individuelle de l'automobile. L'autopartage, le covoiturage sont des phénomènes de niche. Côté professionnel du transport en commun, on mise tout de même sur l'évolution des mentalités. À La Roche-sur-Yon, une navette électrique gratuite sillonne le centre-ville. Et depuis un mois, les usagers sont invités à utiliser Mobilisé, une toute nouvelle application qui permet de relier un point A à un point B en utilisant tous les moyens de déplacement possibles. L'intermodalité 2.0. Ça permet au niveau écologique de diminuer la circulation automobile, donc les émissions de gaz carbonique. Et ça a également d'autres côtés très intéressants, c'est que ça limite la congestion automobile, ça limite la circulation des voitures qui recherchent une place de stationnement, ça libère de la place sur le territoire, sur la ville, et puis finalement ça donne plus de convivialité. Il y a les défenseurs de la mobilité partagée, et puis il y a ceux qui recherchent des alternatives à la voiture plus perso. Loïc Rambaud propose des solutions 100% électriques, skate, gyropode et trottinette. Ça vous a plu? Très bien passé. C'était 4 jours, donc ça m'a suffi pour un bon week-end pour me faire une idée. Ça rentre dans les mœurs. Dans des entreprises, il y en a un qui en a une trottinette ou une gyro-roue, il montre à ses collègues, etc. Et là, il y a plein de gens qui ont fait leur achat avant les vacances pour en profiter pendant les vacances et ensuite faire la rentrée avec ça. La Vélorussion est également en marche. Objectif sur la métropole nantaise, passer de 540 à 700 km de pistes cyclables d'ici 2020. Le deux roues, une arme de dissuasion massive pour chasser les autos hors des villes. Surtout quand il est capable de supporter de lourdes charges. C'est une solution que j'aime bien, mais parce que je travaille à 2 km, 3 km, et il faut emmener les enfants, donc là je les mets dans le bouclou. C'est un vélo de location là pour l'instant. Et il y a 2 places pour les enfants et du coup, comme on voit, c'est bien bouché, donc c'est pratique en vélo. Sur le vélo cargo, on a beaucoup de gens qui remplacent vraiment une voiture ou qui remplacent une deuxième voiture et que le vélo cargo, c'est leur moyen de locomotion de la semaine. Le week-end, éventuellement, pour des longues distances ou aller ailleurs, ils prennent la voiture. Mais sur la semaine, c'est terminé la voiture. On prend vraiment le vélo cargo, on met ses enfants, pas d'enfants, on met ses courses dedans. Enfin voilà, c'est vraiment un peu le monospace du vélo. Et cela permet aussi d'éviter les bus surchargés aux heures de pointe, dans une agglomération qui accueille chaque année quelques 6000 nouveaux habitants.
Aujourd'hui, près de la moitié des déplacements sur Nantes se font en voiture. Objectif, les diviser par 2 d'ici une dizaine d'années. Et l'agglomération nantaise vise, horizon 2030, 72% de déplacements doux. Éric Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous avez un grand poste au sein de Nantes Métropole, l'agglomération nantaise et ses 23 autres communes. Vous êtes directeur général délégué de Nantes Métropole, notamment en charge des transports. Vous avez bien d'autres casquettes. On vient de voir dans le reportage, là, plus de 70%, 72% très précisément, de déplacements doux. Quand on dit doux, c'est par exemple ce tramway, ce sont les vélos, les trottinettes, la marche à pied bien évidemment, à l'horizon 2030. Est-ce que vous y serez? Et effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on développe assez massivement quand même la pratique des modes alternatifs à la voiture. Pas que doux, hein, parce que l'enjeu, c'est bien évidemment de reconquérir les déplacements à pied et à vélo, principalement, de continuer à progresser dans le développement de l'usage des transports en commun, aussi de développer les usages alternatifs à la voiture avec le covoiturage et l'autopartage. Ce qu'on cherche, c'est aussi une ambiance dans les villes, hein. Plus de sécurité routière, moins de bruit, le fait que chacun puisse prendre sa place dans l'espace public. On est dans un espace, on le voit ici, où on a des du piétons, skatepark, des piétons, des gens qui font du jogging, on a des gens qui se déplacent pour leur mobilité quotidienne. On a besoin de faire en sorte que tous ces gens-là trouvent leur place dans l'espace public, se croisent sans être gênés par un risque sécuritaire, une ambiance bruyante, stressante. Et c'est ça la ville à vivre aussi qu'on cherche. C'est une ville un peu plus apaisée dans laquelle chacun a sa place. Alors un mot sur la voiture quand même. On a vu dans le reportage là qu'il était fait mention de Johan de Molly, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les déplacements urbains, interurbains, voitures, etc. Oui. Et pour lui, je reprends les termes qu'il utilisait, l'autopartage et le covoiturage sont des solutions mais de niche, c'est-à-dire ça ne concerne qu'une toute petite partie de la population et on va vers une intensification, donc une augmentation de la consommation individuelle de l'automobile. Grosso modo, on ne partage pas sa voiture aussi facilement que ça. Alors comment vous allez faire pour inverser les choses? Alors je partage le diagnostic de la situation d'aujourd'hui. Par contre, nous sommes plus optimistes et moins fatalistes que lui. Les services de covoiturage et d'autopartage doivent se développer pour faciliter l'accès. Quand on est dans une entreprise ou quand on est dans un quartier avec des voisins, avant d'aller chercher l'inconnu avec lequel on va partager sa voiture, eh bien le voisin ou le collègue de travail qu'on connaît, avec lui, on peut de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais au moins partager pour son trajet sa voiture. Et quand on habite dans les quartiers périurbains de l'agglomération, c'est aussi un enjeu important pour le coût de la mobilité. On a vu à un certain moment de notre histoire récente que le coût de la mobilité pour les périurbains était un vrai enjeu. Eh bien, ça a donné le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Le covoiturage, c'est effectivement une des solutions potentielles. Ça veut dire, Éric Chevalier, que les 6000 nouveaux Nantais qui arrivent chaque année, depuis quelques temps, vous leur dites, venez mais sans votre voiture, laissez-la, vendez-la et vous allez pouvoir vous déplacer avec de l'autopartage, des bus, des trams, il y a tout ce qu'il faut, laissez votre voiture. Alors, vous leur dites ça? On n'est pas radical comme ça. Ce que l'on veut, c'est réduire l'usage de la voiture chaque fois que c'est possible, valoriser les alternatives, mais on sait que la voiture est aussi nécessaire pour un certain type de déplacement selon l'endroit où on se trouve ou le type de mobilité dont on a besoin. Mais il faut en réduire l'usage et développer tout le reste. Donc vous n'avez plus envie de voir ces voitures ici en centre-ville? Il y en aura toujours et c'est nécessaire. Et le plus éloigné possible du centre, avec des parkings relais. Moins des voitures avec un seul conducteur à bord et pas de passagers. Et bien sûr, c'est ça le sens de l'histoire, surtout quand on est dans des quartiers de centralité, de Nantes comme des autres communes. Mais l'objectif, c'est quand même de maintenir une capacité de circulation. Alors ce 30 km/h, c'est une expérimentation pour l'instant. Vous pouvez donner vos contributions par Internet jusqu'au 15 octobre. L'expérimentation, m'arrêtez si je me trompe, va continuer jusqu'à la fin 2020 et 2021. Les experts, toutes les contributions, tout ça, ça va être étudié et il y aura le bilan. Ça veut dire que ce n'est pas irrévocable? On peut revenir en arrière? Oui, tout à fait. On a un groupe de citoyens, une quarantaine, qui se sont portés volontaires pour faire l'analyse de tout le patrimoine d'expression que l'on va collecter. Et à partir de ce matériau-là, ils vont faire des propositions. Et nos élus, en fonction de ça, vont décider ou de maintenir, ou de remettre en cause, ou de corriger ou d'adapter les aménagements réalisés. Et ça se fera à partir du début de l'année prochaine. Si c'est remis en cause, c'est quoi? Ce sera un constat d'échec? Non, parce que c'est intéressant d'être dans une ville qui ose et qui teste et qui expérimente et qui demande aux citoyens de dire ce qu'ils en ont pensé pour qu'on adapte. C'est pas quelque chose de ou blanc ou noir ou mathématique. Vraiment, l'adaptation des comportements et de l'espace public pour répondre aux besoins des gens, ça se discute avec les citoyens eux-mêmes. Bon, et moi je repars à pied. Merci beaucoup, Éric Chevalier. À bientôt.
un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Cette rivière s'appelle la Sèvre nantaise. Des rivières comme ça, il y en a plusieurs évidemment dans la région. Il y a aussi le fleuve, la Loire, et puis 450 km de littoral. C'est vous dire si on a de l'espace pour naviguer. Encore faut-il, me direz-vous, avoir un bateau. Ça tombe bien, les Pays de la Loire sont la deuxième région en matière de construction de bateaux. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré par 400 entreprises, ce qui représente plus de 8000 emplois. Seulement, le problème, c'est quand le bateau n'est plus apte à naviguer. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse pourrir dans un port? Évidemment non. Le gouvernement a prévu 20 000 déconstructions de bateaux en 5 ans. Déconstruire des bateaux pour les recycler. Certains, néanmoins, ont droit à une seconde vie. La Baule, le Pouliguen, un port de 850 emplacements, le plus grand de Loire-Atlantique. Pierre-Nicolas Roy est maître de port. Il a dû réserver un espace particulier pour les bateaux délaissés. Ce bateau-là, c'est un héritage. Les enfants n'ont clairement pas les moyens de s'occuper de ce bateau. Celui qui suit, c'est une veuve qui ne veut pas se séparer du bateau de son mari. Et puis le troisième, c'est un bateau, pareil, c'est des héritiers qui refusent de s'occuper d'un bateau de ce type-là. Ces bateaux ne navigueront plus. Les autorités portuaires ont engagé des procédures de déchéance de propriété auprès de la préfecture. Ensuite, libre à nous d'en faire ce qu'on en veut. Alors peut-être les vendre aux enchères pour 1 euro symbolique, les donner à une société qui fait de l'hébergement insolite, parce que ça existe aussi. Ou alors, dernière solution, c'est la destruction. La destruction de bateaux, une activité quasi inexistante dans les Pays de la Loire. Or, depuis le 1er janvier, l'industrie nautique a pour obligation de créer une filière de déconstruction des bateaux hors d'usage et de prendre en charge le coût de la démolition. 25 000 unités en 5 ans. Une filière que souhaiterait intégrer Pierre-Yves Robin. Jusqu'ici, son entreprise ne traitait que quelques bateaux par an, comme cette embarcation échouée sur la plage de la Baule cet hiver. C'est l'assurance finalement du propriétaire qui nous a appelés pour évacuer le bateau. Donc déjà de l'évacuer de la plage parce qu'on n'a pas le droit de la laisser. Et puis après de proposer une proposition de déconstruction du bateau. Tout ce qui est aluminium, acier, les balcons, des choses comme ça va être recyclé. Hein, ça a une valeur, c'est-à-dire si c'est bien trié, on peut le valoriser. Et puis après, environ 60% de la masse du bateau, c'est du composite. Et ça va être écrasé, broyé et pour le moment enfoui. Enfouissement en France ou à l'étranger. Que faire des matériaux non recyclables? La réponse n'est pas dans les Pays de la Loire, mais en Bretagne, près de Brest. Cette entreprise détruit 120 bateaux de plaisance en fin de vie chaque année et espère tripler ce chiffre l'an prochain. Elle a répondu à l'appel d'offres pour intégrer la toute nouvelle filière de déconstruction. Ici, le composite est traité. Ces morceaux de résine, de polyester vont être incorporés dans la chaîne. Ils vont être broyés. Par la suite, nous avons tout un process de machine qui va nous permettre de créer un combustible, donc un produit fin qui répond à des normes strictes et qui sera consommé par des cimentiers pour par la suite produire du ciment. Là, on retrouve les fractions du bateau, donc composées de résine. On va retrouver de la mousse également, du bois, et également du plastique. Ces produits-là ont été mélangés également à nos déchets provenant de l'industrie et également des grandes surfaces. Donc ça fait un combustible qui va être utilisé en chaudière par la suite. Le recyclage des voiles, lui, a le vent en poupe depuis de nombreuses années, comme ici, à Trignac. Alors ça, c'est une voile qu'un particulier nous a déposée ce matin, voile déchirée apparemment. Avec Bruno, on va la découper grossièrement en grands morceaux qui après vont être lavés pour enlever le sable et le sel. Et ensuite, elle sera envoyée à Saint-Nazaire où elle sera traitée du coup pour constituer les sacs.
des lettrages qu'on peut conserver là sur le sac. Dans cet atelier d'insertion professionnelle, les voiles trouvent une seconde vie. L'établissement a créé sa propre marque. Entre 300 et 400 sacs sont produits chaque année et vendus sur Internet. Le produit plaît. Cette boutique s'est même spécialisée. Elle propose une gamme élargie en voiles recyclées, appréciée par les consommateurs. Une autre vie après la navigation pour les vieux bateaux. C'est ce qu'a imaginé ce chantier naval installé près de Nantes il y a 2 ans. Un concept inédit. Ici, les épaves, données ou récupérées pour 1 euro symbolique, deviennent lieu d'hébergement. On récupère des voiliers de vedettes plutôt fin des années 70 aux années 90, de 6 à 14 mètres. Et on les récupère à moins de 150 km de notre site de production pour essayer de les remettre en hébergement touristique insolite dans les pays de la Loire. Dernière création en date, ce voilier. Un Mopelia de 9 mètres en cours d'aménagement. Il faut 450 heures de travail pour transformer de vieux voiliers en pied-à-terre de charme. Là, l'idée, ça a été d'ouvrir le bateau un maximum pour avoir le plus grand espace à l'intérieur. Donc du coup, on a pu faire des modifications sur les cloisons. On a réouvert en fait toutes les cloisons en essayant de garder un cintre qui correspond à celui du roof et de la coque. Donc on conserve une couchette 2 places à l'avant et on garde 2 couchettes latérales dans le carré. Ensuite, on a fait des petits aménagements. On s'est permis de faire un petit fauteuil là où on avait anciennement les toilettes. On a pu faire des petites étagères ici aussi. Et puis on a conservé le coin cuisine tel qu'il était. La jeune entreprise revend ses créations entre 15 et 20 000 euros à des particuliers ou à des campings proposant des hébergements insolites. Une solution de réemploi des bateaux de plaisance regardée de près à l'heure du vieillissement du parc nautique français comme une alternative à la déconstruction. Allez, nous voici sur le campus nantais. Bonjour Rania, Camille, Goran, Jules, Julien. Est-ce que ça vous fait bizarre de vous retrouver ici alors que pendant 6 mois, depuis le confinement, il n'y avait plus personne? C'est vrai que c'était une place qui vivait beaucoup, il y avait beaucoup de monde, ça grouillait de monde. Aujourd'hui, on est encore dans un contexte un petit peu particulier avec le port du masque et on appréhende un peu cette rentrée. Bon. On va parler dans quelques instants de vous, des jeunes. Que veulent-ils pour la société de demain? Est-ce que vous voulez être acteur ou spectateur? On a demandé leur avis à 2 d'entre eux, 2 jeunes parmi d'autres en Pays de la Loire. Il y a 132 000 étudiants en Pays de la Loire, 10% des jeunes nigériens, c'est-à-dire des moins de 30 ans. À quoi rêvent-ils pour leur avenir? On regarde leur reportage et on en parle juste après. Elle, c'est le premier bébé de l'an 2000. Clémence est née à minuit pile dans une petite maternité savoyarde. À l'époque, ses heureux parents savaient-ils que son monde serait celui de la crise économique, du terrorisme, de Google, de l'euro? Savait-il qu'elle aurait la planète au bout des doigts, que ses musiques seraient compressées et ses envies de liberté soumises au péril climatique? Se doutait-il que ses premières amours se vivraient sur Snapchat, que chacun de ses combats se livrerait à grands coups de hashtag? Avoir 20 ans en 2020, c'est compliqué. C'est être jeune et vivre dans un monde où l'avenir est incertain. C'est vivre dans un monde où potentiellement tout est à refaire. Enfin, en tout cas, des choses sont à réinventer. Donc c'est génial, parce que du coup, il y a un potentiel énorme. Quand on a 20 ans, qu'on peut voter, qu'on commence à réfléchir, qu'on s'investit, du coup ça devient de la colère, de la désillusion, de la déception. Donc cette notion de justice sociale me parle beaucoup. Ouais, il y a vraiment besoin d'une justice et je pense on arrive aussi à la limite d'un système et ça devient une notion qui est de plus en plus présente et qui est censée être primordiale pour faire la transition écologique aussi. Tom a décidé de prendre un an pour réfléchir. Il est en service civique. En licence d'histoire, il a mal digéré un cours sur l'industrie agroalimentaire. Ce chemin-là n'était pas fait pour lui. Dans sa famille, on n'est pas franchement engagé. Le militantisme, il y est venu sans avoir le choix. Farouchement écolo parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que la terre est mal barrée. Margot, elle,
C'est une sacrée bosseuse. Consciente que les opportunités, les contraintes et les défis ont changé, elle a très vite orienté ses études pour se lancer dans un master économie de l'environnement. Qu'on se le dise, ces jeunes-là sont moins désenchantés que leurs aînés, donneurs de leçons et individualistes. Faire le lien avec des gens qui ont la sourde oreille, qui sont aveugles, ça c'est compliqué. Mais par contre, parler concrètement, visibiliser ce qui s'est passé pour pouvoir prendre nos responsabilités en tant que citoyenne française et citoyenne du monde. Donc le lien se fait, mais pas avec n'importe qui non plus. Margot et Tom courent après le temps. Pour être entendus, ils se servent des médias, de tous les médias, et surtout des réseaux sociaux. Leur outil de travail, c'est leur smartphone. Et on va mettre une petite photo. Je relis pour pas faire de fautes. Connectée H24, la génération Z est ultra informée. Avec cette tribu-là, tout va vite. Très vite. J'ai fait une petite publication rapide. J'avais prévu de faire une publication sur nos réseaux sociaux, quoi, pour informer notre petite communauté qui grandit quand même. Que là, on est ce matin à Son. Ouais. On peut toucher des lycéennes, des lycéens. On peut pas passer à côté d'Instagram. Si on veut mobiliser, on peut pas passer à côté de Facebook, de Twitter. Aujourd'hui, on sait l'ampleur qu'a eu cette manifestation. 10 500 manifestants étaient présents. Et on peut penser du coup que Youth for Climate a vraiment évolué depuis. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes de plus en plus nombreux? Complètement. C'est vrai que comme tu disais, on a été surpris, positivement d'ailleurs. Rassembler autant de jeunes à Nantes, c'était pas arrivé depuis 2006, avec réforme CPE. Donc pour nous, un super succès. Il y a autant du coup les gens des campagnes, mais aussi des banlieues. C'est-à-dire que les quartiers populaires, nous c'est aussi un vrai objectif d'aller davantage vers ces quartiers. Il y a quand même moyen de faire venir ces populations. C'est plus compliqué. Effectivement, ça passe par les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Un an après, il faut bien l'avouer, le soufflet est un peu retombé. Mais à 20 ans, on ne renonce à rien, surtout pas à ses rêves. Les jeunes d'aujourd'hui veulent rebattre les cartes de l'ancien monde et à les écouter, le temps presse. Eh bien oui, réinventer une nouvelle société, une société qui n'est plus basée sur le mythe d'une croissance infinie dans un monde fini. Il faut réinventer nos rapports, notamment nos rapports à la démocratie, réinventer nos rapports aussi entre nous. Ouais, non, il y a pas mal de choses à faire et effectivement, il y a une place énorme du social dans les mouvements climat. Donner mon temps, mon énergie pour des structures qui ne respectent pas une certaine éthique ou qui ne sont pas assez engagées, pour moi, ça ne sera pas possible. Parce que passer une vie, avoir un CDI, 35 heures, 6 semaines de vacances dans l'année, ça ne me fait pas rêver du tout. Par contre, participer à faire éclore un nouveau monde, à construire ça, à rêver, à être dans l'utopie aussi, dans l'intelligence collective, ça, je signe. Retour sur le campus nantais pour Enquête de région avec Camille, Rania, Jules, Julien et Goran. On vient d'entendre cette jeune femme qui dit « Moi, si c'est pour avoir de l'utopie, un monde plus collectif, plus soucieux de l'environnement, je signe. À l'inverse, un CDI 35 heures, je signe pas. » Et vous signez ou pas? Personnellement, je ne signerai pas parce que pour l'instant, en tant que jeune, je ne suis pas du tout à la recherche d'une vie complètement stable. J'ai envie de voyager et découvrir plein de choses. Donc personnellement, je ne signerai pas. Bon, quels sont les combats que vous avez envie de mener, si vous avez envie d'en mener dans votre vie? Moi, c'est le combat droit des femmes, c'est droit des victimes, c'est sur les violences conjugales, etc. On a une voix, il faut la faire porter, il faut être militant, tous. Là, concrètement, c'est faire quoi alors? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, Camille, vous, pour les femmes? Moi, j'ai envie de les défendre. Ces femmes qui sont victimes, par exemple, de violences conjugales, j'ai envie de les défendre plus tard. Et de quelle manière? En étant avocate. Ouais. Le combat contre les violences faites aux femmes, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi évidemment les garçons. Vous en parlez entre vous? Oui, c'est sûr que ça concerne les garçons puisqu'on est aussi acteurs, puisque souvent les violences faites aux femmes sont faites par des hommes. Et donc c'est vrai que ça passe notamment par l'éducation dès le plus jeune âge.
et notamment par des stéréotypes qui sont aussi ancrés de génération en génération dans notre société. Il faut casser ces stéréotypes pour que dès le plus jeune âge, les garçons ne se sentent pas supérieurs aux femmes et qu'on puisse diminuer ces violences. Avec le confinement, on a beaucoup parlé en termes d'alimentation, du consommé local, des circuits courts, etc. Ça, c'est des bonnes choses. Ça va avec la protection de l'environnement. Est-ce que c'est un sujet qui vous soucie ou pas? On verra ça quand on sera un peu plus vieux. Moi je pense qu'on est quand même concerné parce qu'on est jeune et que on a encore du temps devant nous et tout ce qu'on fait maintenant a un impact sur le futur. Donc forcément manger bio, trier ses déchets, etc. On le fait pour nous et pour la prochaine génération. Donc oui, c'est important. Vous êtes une génération où il y a eu beaucoup de changements, notamment en matière numérique. Jules, vous pensez que ça va continuer, que maintenant le smartphone, il fait partie, c'est le prolongement de votre main, tout passe par là? Oui, parce que j'ai l'impression que ça crée une génération d'acteurs. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, on a de plus en plus de gens qui prennent la parole, qui expriment leur opinion et qui sont écoutés. Et donc, on a l'impression qu'à l'époque où les médias traditionnels étaient les plus relayés, aujourd'hui, on écoute plus volontiers les jeunes et ce qu'ils ont à dire, même si ça passe par de la désinformation ou des fake news. Et finalement, on a une jeunesse qui est de plus en plus écoutée et qui se sent donc plus actrice de sa vie. Ça tombe bien, on était là pour vous écouter, on a appris plein de choses. Merci Camille, Rania, Julien, Jules, Goran, bonne année, bonnes études. Je vais aller voir à présent Marion, elle est un petit peu plus âgée que vous et quand elle avait 20 ans, elle a repris un salon de coiffure. Aujourd'hui, elle travaille toujours, évidemment, et elle est sa propre patronne. Voilà, je vous souhaite une belle année. Merci. Il faut savoir qu'il y a 36% de la population en Pays de la Loire qui a moins de 30 ans. Et parmi ces 36%, il y a la jeune femme qu'on va rencontrer. Bonjour Marion. Bonjour. Bientôt 25 ans et ça fait déjà plus de 4 ans que vous dirigez ce salon de coiffure. Tout à fait. Pourquoi vous avez voulu tout de suite vous lancer et être autonome? Alors, j'ai pas voulu tout de suite me lancer. L'occasion s'est présentée et avec l'encouragement de ma famille, je m'y suis mise. Donc me voilà arrivée maintenant ici. On imagine qu'il y a eu des difficultés. C'est quoi? C'est une ténacité, une volonté de faire ou au contraire de l'inconscience? Je dirais pas de la conscience, tout dépend du cas bien sûr, mais non, je dirais plutôt une ténacité et surtout un entourage très, très présent en fait lors des travaux, de l'installation ou même aussi bien au niveau de la paperasse et tout quoi. Vous passez vos journées avec la tête des clients entre vos mains. Le soir, vous prenez la tête pour faire les comptes, pour la gestion, tout l'aspect financier de l'entreprise? Alors j'ai de la chance d'avoir un super comptable à qui je donne les 3/4 de ma paperasse. Après forcément, au moins 2 fois par mois, il y a une petite heure à passer pour gérer les chèques, etc., trier les factures. Mais bon, là-dessus non plus, j'ai pas à me plaindre. Je passe pas un temps. Étant toute seule dans le salon, je passe pas un temps fou sur la paperasse. Être patron si jeune, quand même patronne en l'occurrence, c'est pas anodin. C'est répandu dans votre entourage, dans votre cercle d'amis? Cercle d'amis, un petit peu. Mon entourage, oui, beaucoup. Du côté de mon papa, ils ont tous commencé très jeunes en tant qu'entrepreneurs et à leur compte, presque. Donc, ouais. Si, c'est assez répandu dans ma famille. Ouais, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'investissent en dehors de leurs études quand ils en font, en dehors éventuellement de leur travail, dans le monde d'aujourd'hui. Ils veulent être acteurs et pas uniquement spectateurs par rapport à l'écologie. Ça, c'est des secteurs, des domaines qui vous intéressent ou pas? Ou c'est des choses qui ne vous concernent pas? L'écologie, si. Moi, au niveau du salon, j'essaye de plus en plus, et même en privé, de plus en plus de trier mes déchets et d'avoir des gestes écologiques au niveau des énergies, au niveau des produits, etc. Il y a d'autres sujets comme ça dans le monde aujourd'hui qui vous plaisent, qui vous laissent de l'espoir ou au contraire qui vous déçoivent? Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le congé maternité des femmes à leur compte. S'il y a bien quelque chose, c'est ça. Parce qu'on est vraiment lésés, en fait. On a très peu de temps. Vous avez un petit garçon, vous êtes maman d'un petit garçon, et vous êtes arrêté très peu de temps. Je me suis arrêtée 6 semaines, très exactement. J'ai eu de la chance d'accoucher en avance, donc j'ai passé 6 semaines, mais sinon, j'aurais passé que 4 semaines avec mon fils. Et c'est vrai que l'État ne fait pas grand-chose en termes d'aide sur l'entreprise. Il nous aide en privé, ça, il n'y a pas de souci, mais on se retrouve avec le compte en banque presque à zéro, parce que les charges sont parties pendant le congé maternité, qu'il n'y a pas eu d'entrée d'argent. Et effectivement, il serait vraiment grand temps de penser à des aides professionnelles pour les femmes qui partent en congé maternité, peu importe le domaine.
Marion, on voit que vous respectez bien dans votre salon le protocole sanitaire, on a le masque, il y a du gel. Est-ce que pendant le confinement, vous avez été un petit peu inquiète quant à la pérennité de votre commerce ? Ben oui, parce que je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangée, si on allait rester vraiment longtemps en confinement, parce que bien sûr les ressources à un moment sont un peu s'épuisent au bout d'un moment. Donc, et puis après j'ai entendu parler des aides, donc j'ai tout fait pour pouvoir les obtenir. Et grâce à mon comptable, je me suis mis en arrêt garde d'enfants pour pouvoir toucher un petit peu de salaire et éviter de trop pomper dans la trésorerie du salon. Donc là, il n'est pas en danger le salon aujourd'hui ? Non, j'ai pas à me plaindre, là c'est bon. Mais faudrait pas, par contre, qu'il y ait une deuxième fermeture. Faut pas qu'il y ait une deuxième fermeture, effectivement. On évoquait avec les jeunes qu'on vient de rencontrer à la fac, là, juste avant, un petit peu les rêves de cette jeunesse qui a entre 20 et 25 ans, ces enfants nés avec le siècle. Il nous parlait d'utopie. Vous avez des utopies, vous, des rêves, des choses auxquelles vous n'avez pas envie de renoncer, que vous aimeriez voir éventuellement concrétiser ? Oui, moi je rêverais d'être chez moi, accueillir des gens, leur faire découvrir ma région, le vin de mon conjoint et avoir mon jardin, tous mes légumes à moi, mes animaux à moi. Rester le plus possible chez moi et faire tout moi-même le plus possible. Bon, très bien. Merci de nous avoir accueillis quelques instants pour parler de tout ça. Je vois que votre mobilier est assez original, très esthétique, ça fait un petit peu ferronnerie d'art, ça fait penser au métier d'art, ça tombe bien, c'est le sujet qui nous intéresse maintenant, les métiers d'art. Alors, il y a une loi de 2014 qui définit ces métiers, il faut faire appel à un savoir, à la création, à la restauration, avec des gestes artistiques et techniques, bien évidemment. Il y a un label, un réseau qui a été créé, qui regroupe aujourd'hui 500 villes, qui veulent voir perdurer tous ces métiers. Donc il faut attirer des jeunes, évidemment, ça s'appelle Ville et Métiers d'Art. Il y en a 4 en Pays de la Loire, dont Malicorne-sur-Sarthe, où nous nous rendons à l'instant. Malicorne-sur-Sarthe, 1900 habitants, mais 2 faïenceries et 8 ateliers d'artisans d'art. Ici, à la faïencerie du Bourgelis, on travaille la terre au même endroit et avec les mêmes méthodes qu'au XVIIIe siècle. Voilà, alors nous voilà dans l'atelier terre, donc c'est ici que tout commence. Pour enlever les bulles d'air. Ce qui est intéressant dans tout ce qui est un peu artisanal, c'est justement qu'il y ait de la vie, parce qu'on la pétrit, c'est pas des machines. Labellisé entreprise du patrimoine vivant, l'atelier du Bourgelis cultive d'abord un savoir-faire, une fabrication artisanale accomplie avec une précision scientifique. C'est vraiment un métier de précision, d'expertise partout. Si vous faites quelque chose de mal au début, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, mais vous le voyez à la fin, vous le payez à un moment. Le carnet de commandes de l'entreprise est plein, tout comme celui de la faïencerie d'art de Malicorne, ouverte depuis 1924. Si la faïence ne fait plus recette en France, le marché fonctionne aujourd'hui à l'export vers une clientèle de luxe aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Asie. La difficulté est celle du recrutement. L'artisanat d'art est une vocation, la maîtrise du geste parfait prend des années. Marianne, décoratrice, travaille à la faïencerie d'art depuis 1976. Vous avez appris le métier en faisant ? Sur le tas, oui. Directement. Avec les anciens. Et puis petit à petit, on commence par les choses assez simples. Et puis petit à petit, ça se complique. Et pour faire rayonner ce patrimoine et ce savoir-faire, le village s'est doté en 2001 d'un outil essentiel, le musée de la faïence et de la céramique, 1000 mètres carrés d'exposition et d'animation et un fonds de collection de 5000 pièces qui attire chaque année 15 000 visiteurs. Vous arrivez à Malicorne, vous allez pouvoir découvrir les faïenceries, l'artisanat d'art, le geste d'excellence. Mais finalement, il a une histoire. Il s'est inscrit dans le territoire de Malicorne. Il y a des raisons pour ça. Et c'est à nous d'apporter finalement cette réponse, pourquoi Malicorne est une cité faïence et métier d'art. Porté par la communauté de communes du Val-de-Sarthe, le musée n'est qu'une étape dans la volonté des élus de renforcer l'attractivité de Malicorne. Le projet Cité faïence et métiers d'art, soutenu par le département, la région et l'État, fait appel à tous les acteurs économiques et culturels du territoire pour offrir aux touristes une expérience complète. Cheminer dans Malicorne en rencontrant un artisan d'art, venant au musée de la faïence, en allant déguster une marmite sartoise dans le restaurant local ou dans les restaurants locaux. Voilà, c'est ça, c'est cet écosystème, il faut que ça vive.
Je vous remets le contrat d'exposition-vente qui va donc nous lier, vous en tant qu'artisan d'art et nous en tant que boutique. Preuve que les bonnes volontés se fédèrent, l'Association des artisans d'art et artistes de Malicorne a créé en 2017 sa propre boutique, un lieu d'exposition, de vente et de communication. On demande à l'artisan d'art d'avoir plein de casquettes. Or, lui, ce qu'il sait faire, c'est ce geste de la main, cette intelligence de la main. Il a un savoir-faire, mais pour autant, il n'est pas forcément commercial, directeur marketing, et tout ce qu'on va lui demander, ce sont d'autres métiers. Et là, cette boutique permet à l'artisan d'art de dire, bien moi, je sais faire, et maintenant, je vous laisse en parler parce que c'est votre métier. Au revoir. Au revoir. L'association des artisans d'art et artistes, qui regroupe 11 professionnels, ébénistes, céramistes, peintres ou tourneurs sur bois, titulaires de labels d'excellence, compte également un atelier de broderie d'art au service de la haute couture. Clémence sait que son avenir de brodeuse d'art rime avec exigence. C'est pour ça que dans ton savoir-faire, toi, tu vises clairement l'excellence. Oui, et puis il faut que ce soit un savoir-faire qui aille jusqu'au bout, je dirais, aussi dans les finitions, et c'est là où l'excellence, elle se niche. Bonjour, je vous en prie. Et cette volonté de rassembler les talents et de cultiver l'excellence porte ses fruits. Descendue des Hautes-Alpes, Patricia Notario a installé son atelier de céramique à Malicorne parce qu'elle voulait rejoindre un territoire d'artisans. Moi, j'invite vraiment même les autres artisans de venir s'installer à Malicorne. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Voilà, notre but, c'est de s'unir, de travailler ensemble pour pouvoir donner envie à d'autres personnes de faire comme nous. Voilà. Forte de son label Ville et Métiers d'Art, Malicorne-sur-Sarthe sait que l'avenir et le rayonnement de son patrimoine reposent sur la conjugaison de tous les talents. Bon, vous appréciez le coin alors ici? Vous appréciez les balades le long de la Loire? Oui, très bien, c'est très appréciable. Et pourtant, je n'habitais pas très loin, mais je connaissais pas tous ces gros petits coins. Comme quoi, des fois, c'est très beau à proximité de chez soi. Très bien. Je vous laisse quelques instants. Voilà, qui clôt ainsi le premier numéro de la 10e saison d'Enquête de région. Comme les années précédentes, on va se retrouver une fois par mois pour développer de nouveaux thèmes d'actualité. Émission à retrouver bien sûr sur notre site internet. Et puis n'oubliez pas, forcément, tout ce qui est à voir et à savoir est sur France 3 Pays de la Loire. Ça tombe bien, elle est là. Dimanche, au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau,